France Inter. Direction, comme promis, le Salon de l'Agriculture pour cette édition spéciale du 18-20. Et c'est bien sûr avec vous, Fabienne Sintès. Et merci beaucoup, Céline Nasseleux. Nous sommes en direct, oui, pour 2 heures. Les 2 heures qui viennent au Salon de l'Agriculture. Un salon désormais apaisé après son ouverture mouvementée ce week-end. Les débats que nous allons avoir ensemble le seront tout autant. C'est le 18-20 spécial qui s'ouvre au Salon de l'Agriculture. C'est parti. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole. 40% d'agriculteurs qui sont en très grande difficulté de trésorerie actuellement. La valeur, elle disparaît de nos fermes, donc là, il y a un gros problème, quoi. France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès. Il n'y a pas de France sans agriculture. Et pour ouvrir ces 2 heures d'émission, c'est sur le stand de Jacques Delaunay que nous sommes. Bonjour, monsieur Delaunay. Oui, bonjour à vous. Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir ici, en face de Pattaya. C'est la vôtre, celle-là, il faut la féliciter, non? Oui, parce que bon, ça fait 3 années qu'elle est bien consécutive à Paris et elle a déjà eu 3 prix, parce que une fois deuxième, une fois première et une fois deuxième. C'est un très bon résultat pour moi en tant qu'éleveur. Eh ben, écoutez, bravo à elle. Je sais que vous avez été la traire il n'y a pas très longtemps. Vous êtes revenu exprès pour nous et on vous remercie beaucoup. Je disais tout à l'heure en introduction que c'était un salon qui a démarré de façon mouvementée. Ça vous rassure que désormais ce soit apaisé, parce que c'est un moment important pour vous. Vous venez d'Ille-et-Vilaine et c'est un moment important. Oui, ben pour nous c'est important parce qu'on aime bien montrer aux gens de la ville ce qu'on est capable de faire nous en campagne, de savoir qu'on est capable de faire du bon produit. Et moi je viens au salon, c'est surtout pour échanger, pour montrer ce qu'on est capable de faire. Et surtout en ce moment, non, c'est important d'échanger, particulièrement peut-être en ce moment dans l'atmosphère. Plus encore aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de la tourmente un petit peu partout. Tout le monde a des demandes et bon, c'est vrai que le monde agricole, c'est un métier qui est compliqué, qui est dur. Et on a besoin de vivre correctement de son travail, des fruits de son travail. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, cette fois-ci, vous ont posé plus de questions, d'autres questions qu'ils le font habituellement? Moi, ils m'ont posé surtout beaucoup de questions. C'est au niveau de la traçabilité. Et moi, je dis qu'au niveau de la traçabilité, en France, on est très très bon. Quand on voit d'autres pays, ils nous envoient des produits aujourd'hui pas forcément avec des mêmes contrôles et qu'on retrouve forcément dans les grandes surfaces. Moi, je vais faire mes courses. Ça fait maintenant 2 mois que je suis en retraite. Je vais faire mes courses. J'allais pas avant. Et quand j'ai vu le nombre de petits drapeaux sur les emballages, et quand on se met à regarder ce qu'il y a de marqué, on se dit le petit drapeau français, il a le dos un petit peu large. Il a le dos large, ouais. Mais il a beaucoup de sens. On va doucement aller vers le studio. Vous allez rester avec nous, monsieur Delaunay. Vous l'avez dit, vous êtes à la retraite depuis 2 mois seulement. Ça veut dire que vous avez laissé votre exploitation à votre fils. Oui. Est-ce que vous la laissez avec fierté, j'imagine, avec une pointe d'inquiétude aussi ou pas? Avec fierté et avec une petite pointe d'inquiétude, parce que c'est prendre une exploitation aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même, parce que financièrement, il faut savoir que c'est très très élevé. Il faut aujourd'hui, la moindre ferme, c'est 500 000 euros. C'est pas, c'est rien. Il faut, quand il faut faire des bâtiments, faire des salles de traite, puis aujourd'hui les taux d'intérêt, tout a monté. Et pour les jeunes, c'est dur. Et se remettre à certaines normes, peut-être qu'il n'était pas les vôtres. Et des normes qui sont de plus en plus élevées, ça devient un petit peu compliqué pour nos jeunes. Et pourtant, l'avenir aujourd'hui, c'est la jeunesse. Vous, une vie d'éleveur, Jacques Delaunay, s'il y avait une chose au sujet de laquelle vous pourriez dire ça, j'en veux plus, ça c'était trop difficile, ça c'était trop compliqué, ce serait quoi? C'est au niveau de l'administratif. Aujourd'hui, un agriculteur, il fait 12 à 14 heures de travail par jour. Et le soir, quand il faut qu'il se remette dans les papiers, quand il a fait une grosse journée, c'est dur. Et moi, ça fait 2 mois que je suis plus du tout dedans. Et c'est ça qui m'a... J'ai dit, oh là là, quel soulagement. Plus de papier à gérer. Une dernière question pour vous pendant qu'on se dirige vers le studio de France Inter. Quand je vous dis Europe, monsieur Delaunay, est-ce que vous répondez oulala, ou est-ce que vous dites heureusement, ou peut-être heureusement hélas, mais heureusement? Sans l'Europe, on peut pas rester. La France peut pas être toute seule aujourd'hui. On a besoin de l'Europe. Mais l'Europe, mais à condition qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, parce que on fait pas tous la même chose. Et c'est pour ça qu'au niveau des prix, après il y a des différences, et c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. La concurrence déloyale, elle est plus intra-européenne, c'est ce que vous diriez, vous, en tout cas dans votre secteur? Je pense. Écoutez, on va vous laisser, on vous remercie beaucoup de cette petite introduction avec nous. Jacques Delaunay, on vous laisse rentrer avec Pattaya. Merci à vous. Bouchonnez-la bien pour nous, merci beaucoup, merci vraiment. On va se
diriger vers le studio qui nous attend. Nos invités, heureusement, ont pu entendre. Ah ben c'est dommage, vous n'aviez pas votre micro, votre casque sur les oreilles. Ah si, vous avez entendu. C'est tant mieux ce que nous disait notre éleveur, parce que c'est important et c'est là-dessus qu'on va commencer. Je vais vous présenter les invités qui sont autour de cette table et la première d'entre elles, ça y est, j'ai changé de micro, personne ne s'est rendu compte de rien. C'est Valérie Drezeux-Humez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne en France. Donc la Commission en France, c'est vous, ça fait une sacrée responsabilité. Ce que vous avez entendu là, avec Jacques Delaunay, Valérie Drezeux-Humez, est-ce que au fond c'est ce que vous entendez dans les allées du salon tout le temps? L'Europe, oui, mais derrière. Alors effectivement, j'étais dimanche, notamment j'ai accompagné le commissaire européen à l'agriculture et on a eu beaucoup de rencontres sur le terrain avec beaucoup de vues différentes. Et effectivement, nous avons entendu l'Europe qui était là, bien présente, et qui traduit cette réalité. C'est qu'effectivement, la PAC, c'est une très vieille politique européenne, mais elle est vraiment focalisée sur le soutien aux agriculteurs, aux revenus des agriculteurs, et en même temps l'accompagnement dans les transitions qui sont nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, et ce besoin d'Europe, effectivement, que ce soit au niveau des simplifications et du travail aussi avec les États membres. Je crois que c'est une dimension importante parce que, avec notamment cette nouvelle PAC de 2023, il y a eu beaucoup d'applications par rapport aux réalités des États membres qui sont différentes, et on doit vraiment travailler main dans la main avec eux pour que cette Europe, c'est cette conjonction qui est importante. Vous l'avez entendu, Jacques Delaunay, il n'est pas tout seul sur ce salon. La vraie concurrence, elle est intra-européenne. C'est pas tant, et on y viendra, on viendra au traité de libre-échange, on viendra aussi à l'Ukraine ensemble, mais la vraie concurrence, au fond, elle est intra-européenne. Qu'est-ce qu'on répond aux agriculteurs quand ils disent ça? Déjà, quand même, quelques chiffres. C'est qu'au niveau, par exemple, de la production française, elle reste... la France exporte, que ce soit intra ou extra-européen, hors de l'Europe. Elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Donc ça, c'est quand même une réalité. Après, il faut voir aussi qu'il y a des conditions de culture qui sont différentes suivant les États membres. Et c'est pour ça que la PAC a voulu cette dimension de plans stratégiques nationaux pour refléter cette dimension. Des conditions de culture, des conditions sociales aussi, de travail, et qui font aussi la différence au prix à la fin, non? Alors, au niveau européen, il y a beaucoup d'harmonisations qui sont en train d'être faites aussi sur cette dimension, bien entendu. Mais la compétitivité, en tout cas de l'agriculture française au niveau européen et sa capacité de production est vraiment en tête de liste au niveau européen. Donc ça, il faut quand même le rappeler aussi. Vous avez vu, Valérie Drezeux-Humez, hier Bruxelles, les tracteurs, avant-hier les Polonais, aujourd'hui encore. D'ailleurs, je crois qu'on entendra d'ailleurs dans un instant les Allemands, les Français, les Hollandais, les Roumains, les Grecs, les Espagnols. Chacun a une porte d'entrée différente dans sa colère chez les agriculteurs européens aujourd'hui. Quel est le dénominateur commun, selon vous, que vous voyez malgré tout entre ces différentes colères? Alors, il y a quelque chose qui est vraiment commun, c'est la question des revenus, de pouvoir vivre de son travail. Ça, c'est essentiel. Et il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu beaucoup de crises. On a eu la crise Covid, on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec un impact direct sur les agriculteurs au niveau du prix des intrants, au niveau du prix sur les marchés, des céréales et autres. Et donc, il y a eu cette cristallisation sur le revenu, parce que si le revenu avait commencé à augmenter, ces situations exceptionnelles ont vraiment donné un coup d'arrêt et un coup de frein. Et ce qu'il faut maintenant au niveau européen, c'est prendre cette dimension, de pouvoir adapter les mesures qui ont été prises. La PAC, c'est avant l'invasion de l'Ukraine, il faut le rappeler, cette nouvelle PAC, de pouvoir permettre des adaptations beaucoup plus faciles aux réalités, peut-être d'autres qu'on n'a pas encore vues, et qui est vraiment un moyen de réagir à court terme, mais aussi de réfléchir à long terme sur l'ensemble, notamment du soutien à l'agriculture et aux revenus des agriculteurs. Alors je vais vous présenter l'autre invité qui est installé ici, mais juste avant, je voudrais qu'on aille voir l'éléphant qui est dans la pièce en quelque sorte, quand on parle aussi de concurrence, qu'elle soit intra ou extra-européenne. Évidemment, c'est l'Ukraine. Nous avons autorisé le blé, nous avons autorisé le sucre, le poulet, pour les raisons que nous savons, évidemment. Maureen Mercier, en Ukraine, a rencontré un agriculteur, il est céréalier, et écoutez-le parce qu'il est non seulement intéressant, mais aussi très émouvant. Tous les champs de mes amis et voisins sont couverts de mines. Mais de mon côté, j'en ai seulement sur 2 terrains. Un de nos tracteurs a sauté sur une mine. Une de nos installations pour l'approvisionnement en eau a été bombardée par un drone Shahed. On a des pertes cette année qui sont équivalentes à 150 000 $. Je comprends les agriculteurs européens. C'est dur pour eux aussi. Mais j'aimerais leur faire passer 2 messages. Le premier, c'est qu'à la fin de la guerre, nous retrouverons nos bonnes relations. Nous ne viendrons pas jouer les concurrents sur leur marché. En temps normal, nous n'avons pas besoin d'entrer sur le marché européen. Le deuxième message est que malgré ce qu'on imaginait,
Au XXIe siècle, oui, des gens débarquent pour vous tuer par milliers. Ils tuent pour assouvir tout simplement leurs besoins de pouvoir. Il faut se battre pour la justice et le retour de l'humanité. Se battre pour mettre un terme à tout cela. C'est bien plus important que de se diviser pour $1 de plus ou de moins dans une poche. Valérie Drosé-Humez, on peut difficilement lui donner tort à ce monsieur, y compris à la fin quand il dit on ne va pas se disputer pour $1. Le problème, c'est que c'est bien plus qu'$, évidemment. Est-ce qu'il nous dit ne vous inquiétez pas, c'est conjoncturel? Est-ce qu'on peut aujourd'hui assurer les agriculteurs européens en leur disant oui, ça n'est que conjoncturel, les choses reviendront un jour dans l'ordre? Sauf que vous ne pouvez pas donner d'ordre, vous ne pouvez pas donner d'ordre de grandeur. Exactement, on ne peut pas donner d'échelle dans le temps, mais ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, l'Ukraine exportait très peu vers l'Union européenne. Le fait que la Russie ait utilisé l'alimentation comme une arme de guerre, elle a complètement détourné les sources d'exportation pour l'Ukraine. Donc il y a effectivement cet aspect conjoncturel que rappelait cet intervenant. Et notre souci est double. C'est à la fois aider l'Ukraine à retrouver ses marchés et dans l'intervalle de permettre aux agriculteurs européens d'avoir des moyens de défense. Et c'est pour ça que nous avons proposé de maintenir des clauses de sauvegarde et des plafonds pour permettre d'intervenir lorsque certains seuils sont dépassés. Bonsoir Alessandra Kirch. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieure agronome, vous êtes directrice d'études à Agriculture Stratégique, qui est un think tank. Ces produits ukrainiens, d'abord, jusqu'à quel point on peut dire qu'ils ont déstabilisé le marché européen? Est-ce que c'est effectivement vraiment énorme? On sait bien que c'est dans certains secteurs seulement et aussi certains pays plus que d'autres. Jusqu'à quel point ça a été vraiment le facteur secouant, si on veut dire, de l'agriculture européenne? Alors, c'est un facteur parmi d'autres, mais pour le comprendre, je vais vous expliquer plusieurs points. De un, en fait, il faut comprendre pourquoi les céréales ukrainiennes viennent en Europe. C'est parce qu'avant, elles sortaient par la mer, et que là, elles ne peuvent plus sortir par la mer, donc elles sortent par la terre. Le deuxième point, c'est que l'invasion russe a détruit beaucoup de capacités de stockage. Donc il n'y a pas de tampon, c'est-à-dire que les céréales, elles sont produites, elles sont récoltées, elles sortent. Et elles sortent avec du coup, elles sont achetées à un prix très bas imposé aux agriculteurs ukrainiens, qui convient même pas aux agriculteurs ukrainiens eux-mêmes, mais qui est de l'ordre de 80 € tonne. Quand le blé, il y a 1 an et demi, était à 400 € tonne, et quand le contexte mondial aujourd'hui fait que le blé est à 200 € tonne, ce qui est déjà pas du tout assez par rapport à nos coûts de production actuels. Donc ça vient tirer vers le bas un marché qui est déjà trop bas et du coup énormément pénaliser nos agriculteurs. Ça veut dire que les mécanismes de sauvegarde aujourd'hui sont insuffisants Alors je suis désolée de le dire, ils sont complètement insuffisants, notamment parce qu'ils ont laissé le secteur des céréales de côté et que les références qui sont prises ont été des références assez récentes qui du coup sont déjà basées sur une augmentation des importations ukrainiennes et ne correspondent pas à un historique d'avant-guerre. Donc du coup ça résout pas le problème. Clause de sauvegarde insuffisante, Valérie Drosé-Humez, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Est-ce qu'on peut assurer à nos agriculteurs européens, encore une fois, pas seulement chez nous, que ces clauses de sauvegarde vont être au moins augmentées pour qu'il y ait cette compensation? Ça existe sur certains produits, pas forcément sur le céréal d'ailleurs, en entrant chez nous. Exactement, Ouais. Ça fait partie des discussions actuellement, puisque la Commission a proposé de renforcer effectivement à la fois les plafonds et de mettre ces seuils de sauvegarde pour permettre de réagir plus vite, et notamment effectivement en travaillant sur la question de la période de référence. Ouais. Donc les discussions se font actuellement là-dessus, donc on verra un petit peu le résultat, mais en tout cas la prise en compte de la difficulté est bien là. Après, Alessandra Kirch, ce qu'on interroge là-dessus, c'est que même dans l'hypothèse où l'Ukraine entrerait dans l'Europe, par exemple, il y a des dimensions d'exploitation qui n'ont tellement rien à voir avec les nôtres, des dimensions, on parlait du poulet tout à l'heure, enfin je veux dire, nous on n'a pas le droit d'avoir des pouliers de cette taille-là, donc est-ce que de toute façon ce problème ne va pas se reposer? Est-ce qu'on peut imaginer un pays, l'Ukraine, capable de se mettre aux normes aussi facilement que ça dans une Europe comme la nôtre? Aussi facilement que ça, non, moi je pense que ça va pas être facile du tout, et on le voit par exemple, l'Ukraine essaye d'anticiper en se mettant en conformité par exemple avec notre réglementation sur les OGM. L'Ukraine essaye de sortir des règlements pour anticiper sur une possible entrée dans l'UE, mais sauf qu'entre mettre des règlements et les appliquer, il y a un monde. Et on n'en est pas du tout là en Ukraine. Donc imaginez que l'Ukraine va avoir des normes à la française, c'est utopique et irréaliste. Laissez-moi vous emmener sur un autre stand avec une scène qui a été captée au vif. C'était ce matin par Philippe Lefébure. C'était ce matin, nous sommes devant le stand de Lactalis et c'est la Confédération paysanne qui donne de la voix. On continue à sacrifier
vérifier le travail des éleveurs. On a plusieurs mesures en fait. On a les prix planchers, la régulation des accords de libre-échange, les prix d'entrée. Il y a tout un tas de mesures qu'on développe. Mais celle-là, disons que pour nous, c'est un pied dans la porte. Quelque part, c'est un pied dans la porte. C'est pas nous tout seuls producteurs justement. C'est qu'on demande aux législateurs de nous aider à nous défendre. Parce que les producteurs fixent tout seuls leurs prix, ils n'y arrivent pas en fait. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imposer leurs prix parce que dans le rapport de force, ils sont perdants. Donc on demande aux législateurs de nous aider à défendre nos prix, effectivement par une loi. C'est vers le prix plancher que je vais vous emmener, notamment Valérie Drosé-Humez, chef de la représentation de la Commission européenne en France, promis par le gouvernement, un peu par surprise, un prix plancher européen, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron. Qui a toutes les chances de laisser quand même les 26 autres pays un peu interdits, non ? C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs après l'annonce. Oui, on est dans un temps de proposition, effectivement, et je crois que c'est normal. Mais pour revenir un petit peu à ce que disait cet agriculteur, la question du déséquilibre dans la chaîne agroalimentaire est une question qui fait déjà partie de la PAC et aussi d'une mesure européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Donc il y a déjà une base qui permet justement de renforcer le rôle et le soutien aux agriculteurs parce qu'on sait pertinemment qu'en aval, il y a une grosse concentration et qu'il y a un déséquilibre. Donc il y a déjà des mesures, on va renforcer ces mesures parce que je crois que c'est important. Après, comment ? C'est quelque chose qui doit être discuté à 27. Je crois que c'est important. Et c'est là qu'on a le marché intérieur. Et c'est là toute la difficulté. Comment on fait pour multiplier par 27 les prix planchers ? Comment on fait même pour multiplier par 27 l'équivalent d'Egalim 4 que nous avons nous aujourd'hui ? On a l'impression finalement que chacun avance dans son couloir. Et en ce moment, parce qu'il y a une crise en France, on avance dans notre propre couloir. Ce qui ne préjuge absolument rien de ce qui se passera pour les agriculteurs derrière. Comment peuvent-ils savoir qu'on arrivera à le mettre en place, encore une fois, à l'échelle européenne ? Mais je pense que, effectivement, il y a des mesures qui ont été annoncées, chacun dans son État membre. Si je puis dire, mais hier, il y avait un conseil agri-pêche, donc à Bruxelles, d'où les événements que vous mentionnez. Et chacun rassemble l'ensemble de ses idées sur base des propositions de la Commission. C'est aussi pour ça que la Commission a lancé ce dialogue stratégique, qui a plus pourvu des mesures à long terme. Mais c'est important de réfléchir aussi. On a l'immédiateté et il faut une réponse immédiate et il faut travailler sur le futur. Et ça va se faire effectivement à 27 avec les différentes propositions et surtout à un moment, comment traduire, que ce soit les notions de prix plancher ou autres, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement concrètement, Alessandra Kirch, encore une fois ? Est-ce qu'on peut mettre ces propositions à l'échelle européenne ? Et quand je dis est-ce qu'on peut les mettre à l'échelle européenne, quand on nous les annonce à l'échelle européenne, ça veut dire que si on ne peut pas le faire, ça ne touchera pas plus les Français non plus, les agriculteurs français non plus, en fait. Alors en fait, ce concept des prix planchers, il s'inspire de ce qui était fait au niveau de la PAC, au niveau européen, avant 92, avec des prix minimum garantis. La grosse, énorme, fondamentale différence, c'est que les prix garantis, c'était financé via des subventions. En fait, les aides directes aujourd'hui que perçoivent les agriculteurs, c'est les aides qui étaient versées pour obtenir des prix garantis qui ont été transformés en des aides fixes à l'hectare. Le problème de ces aides fixes à l'hectare, c'est qu'elles ne... C'était la surproduction parce qu'il n'y a pas eu un encadrement des volumes. À partir du moment où on a mis des quotas, cette surproduction, elle s'est quand même franchement résorbée. Mais la raison qui fait qu'on a arrêté ces prix garantis et qu'on a arrêté ces aides liées au prix, c'était pas la surproduction, c'était dans une idée de se mettre en conformité avec des règles de l'OMC pour aller dans le sens du commerce international. Les États-Unis ont fait comme nous, ont mis en place des aides fixes à l'hectare, mais dès 2014, ils se sont aperçus que ces aides-là, ça marche pas du tout pour soutenir le revenu des agriculteurs et c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ils ont un prix de référence, les Américains. Les Canadiens aussi, d'ailleurs. Pourquoi ça marcherait pas pour nous si ça marche pour eux ? Est-ce que ça marche pour eux, d'ailleurs ? Ça marche très bien pour eux. En fait, les États-Unis, ils ont tout un arsenal de mesures qui visent à la protection du chiffre d'affaires des agriculteurs, c'est-à-dire des grosses assurances récoltes, des aides contracycliques, donc c'est-à-dire des aides qui vont à contre-courant des prix et qui permettent d'atteindre un prix objectif, d'atteindre un prix qui rémunère l'agriculteur. Et c'est ça que nous, on devrait faire au niveau européen, profiter de l'occasion. On va avoir une PAC à réformer qui doit s'appliquer en 2027. Si on veut vraiment être dans le timing, il va falloir faire des propositions très très vite dans ce sens-là pour avoir une PAC qui puisse s'adapter à la volatilité des prix et non pas des aides fixes distribuées à l'hectare qui ne changent jamais d'année en année, quelles que soient les conditions de marché. Parce que là, en fait, ce qu'on essaye de faire au niveau français, avec ces prix planchers que personne ne sait comment et pourquoi on va pouvoir les appliquer, c'est de raisonner... Est-ce qu'on le fait par filière ? Est-ce qu'on peut vraiment le faire par filière ? Puisque chacun dans la filière peut avoir aussi des coûts qui sont différents. Ça ressemble à une usine à gaz un peu. Sur des produits qui vont aller en grande distribution, sachant que la grande distribution, ça capte à peu près 40% de la production nationale et que donc vous avez un 60% de la production nationale qui ne sera pas couvert
dans le secteur des céréales qui pourtant aurait un grand besoin de soutien adapté au marché tel que ça se profile aujourd'hui. C'est une catastrophe pour les céréales. Et ils sont pas du tout dans les Galim, soit dit en passant. Et donc là, c'est cette histoire de prix plancher. On essaye de faire porter la responsabilité au premier acheteur de la matière première agricole française qui va se retrouver dans une panade noire parce qu'il va être face à des concurrents qui auront acheté de la matière première agricole pas française sans prix plancher. Alors, ces prix planchers, c'est la première question que nous avons posée à Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'agriculture, avec Marc Fesneau. On l'a rencontré un peu plus tôt dans l'après-midi dans un autre hall, un peu plus loin, le hall 4, ici au Salon de l'Agriculture. Et première question, donc, autour de cette nouveauté et cette nouvelle des prix planchers. En fait, ce prix plancher, c'est une prolongation de tous les travaux que nous avons menés sur le partage équitable de la valeur entre les producteurs exploitants agricoles, les industriels et la grande distribution. Et donc, au fond, ce n'est jamais que l'aboutissement de ce qu'on a fait au travers d'une première loi, puis d'une seconde loi, et des constats à la fois des progrès, puisqu'on a permis de couvrir, notamment dans les élevages laitiers, beaucoup d'éleveurs par la contractualisation sur la base d'indicateurs de référence, et des limites de l'application de cette loi, c'est-à-dire que ces indicateurs de référence ne s'imposent pas suffisamment pour être le porteur des prix dont bénéficient les agriculteurs. Vous parlez des lois Egalim 1, 2, 3 et puis 4 aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le constat de l'échec d'Egalim au fond quand on propose un prix plancher? Ça veut dire qu'on peut tellement bien le contourner qu'il faut trouver une autre méthode? Je ne crois pas, parce que quand je vois les effets de la loi Egalim, on voit qu'on a réussi à rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, industriels et grande distribution. Mais effectivement, ce n'est pas encore parfait. Il faut continuer à aller plus loin. Et aujourd'hui, je vais le dire ici, on a un des systèmes les plus protecteurs d'Europe sur le revenu des agriculteurs. Encore une fois, dans les circonstances, je dirais, de la crise entre l'Ukraine, la crise du Covid, la crise de l'énergie, les déséquilibres des marchés des céréales, notamment organisés par Vladimir Poutine, parce qu'il faut le dire aussi, ces différentes crises pèsent sur le revenu des agriculteurs, mais ces lois ont permis d'absorber une partie des difficultés, mais pas encore assez et pas dans toutes les filières. Est-ce que vraiment c'est possible, un prix plancher européen et même une loi Egalim européenne? Est-ce que ça a vraiment un sens d'avoir exactement ces mêmes règles à 27? Ça paraît très lointain et très compliqué surtout. C'est plutôt un enjeu de cadre dans lequel nous pouvons insérer notre action nationale, c'est-à-dire avoir des contrôles qui sont européens, avoir un principe de concurrence loyale entre nous et à l'extérieur et vis-à-vis de l'extérieur de l'Europe, qui est un enjeu très important, et avoir des principes qui disent que on ne peut pas contourner la loi d'un pays national en utilisant des centrales européennes, a fortiori lorsque toutes les opérations sont réalisées dans le pays. C'est-à-dire, en l'occurrence, vous produisez, vous avez l'action de l'agriculture, vous transformez en France, le camion se déplace en France pour livrer un supermarché français dans lequel des habitants français vont se fournir. Et bien ça, c'est sous l'égide du droit français. Madame Pannier-Runacher, un dernier mot sur le plan Ecophyto qui est en pause. Quand on dit pause, est-ce que ça veut dire qu'un retour en arrière est réellement possible? Le plan Ecophyto, il n'est pas en pause. Il se poursuit. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons différé d'une semaine une réunion du comité d'orientation stratégique du plan Ecophyto pour définir et mettre au point les bons indicateurs. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix de retenir un indicateur qui soit l'indicateur européen, celui qui est partagé par 27 pays, qui est obligatoire dans ces 27 pays, et qui a un deuxième mérite, au-delà de ne pas être juste un indicateur français, c'est qu'il est pondéré par les niveaux de risque des différents produits phytosanitaires. Autrement dit, plus le produit phytosanitaire est connu pour être dangereux pour la santé humaine ou dangereux pour la biodiversité, plus il est pondéré dans l'indicateur de façon à ce que, par principe, on réduise les produits les plus dangereux. Et donc, nous pensons que cette approche est la bonne. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport de force entre agriculture et environnement est à un point qu'il a rarement atteint? Est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, que cet entre-deux, effectivement, permettra de réconcilier environnement et agriculture? Sincèrement, on en est où, là? Moi, j'ai l'impression qu'on est totalement dans la caricature. Qui sont les premières victimes du dérèglement climatique? C'est les agriculteurs. Ceux qui font face à des gels tardifs, à des inondations, à des canicules ou à des sécheresses qui durent plus de 2 ans. Ils sont engagés dans cette
transformation agroécologique. Ils y sont engagés parce que c'est une question de survie. Le dérèglement climatique est en train de faire déraper leurs revenus. L'effondrement de la biodiversité a un impact sur leur rendement. Donc ils sont obligés d'être engagés dans ce mouvement. La question, c'est le rythme, c'est les moyens d'abord scientifiques pour le faire, c'est-à-dire comment on fait quand on n'a pas les solutions en main, et puis c'est aussi les moyens financiers et le temps que ça prend. Et c'est là où on doit leur apporter des réponses qui sont concrètes dans ce chemin de transition agroécologique. Agnès Pannier-Runacher avec nous il y a un petit instant ici. Nous sommes toujours évidemment en direct du Salon de l'Agriculture dans le stand de Radio France. Il y a un peu de gens autour de nous. On est ravis de pouvoir les saluer, d'autant que c'est bientôt la fermeture. Donc on en profite. On est la dernière halte. Nous sommes la dernière étape et nous en sommes ravis. Valérie Drosé-Humez, avant de vous laisser, chef de la représentation de la Commission européenne en France, un mot sur ce qu'on vient d'entendre de la part d'Agnès Pannier-Runacher. Tout est une question de rythme. Et au fond, y compris sur les produits phytosanitaires, la question c'est, est-ce qu'on avait été trop vite ? Est-ce qu'on est en train de rétablir la bonne vitesse aujourd'hui ? Est-ce que c'est ce que vous dites, vous, avec votre casquette à la Commission ou pas ? Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, avec toutes les crises qui sont intervenues et donc postérieurement à la nouvelle PAC, je crois que c'était important de reprendre un bon rythme dans le dialogue pour être sûr qu'on a vraiment une bonne cartographie des problèmes, parce que on ne peut pas, sinon on ne pourra pas trouver les bonnes solutions. Et je crois que c'est important de prendre ce temps, d'avoir à la fois cette réponse immédiate et de remettre sur la table finalement. Donc c'est pas un renoncement. Donc c'est pas un renoncement. Non, c'est pas un renoncement, mais remettre vraiment clairement sur la table les éléments qui ont changé pour pouvoir modifier les réponses et surtout insérer, notamment dans les actes de base, puisqu'on va regarder les modifications des actes de base, les mesures de réactivité en cas d'autres crises pour pouvoir apporter des solutions rapidement s'il y a d'autres problèmes qui surviennent. Alessandra Kirch, une question avant de rejoindre Christiane Lambert, que je salue, qui vient de s'installer ici à côté de nous. La ministre nous parle de changement d'indicateur en quelque sorte. Et ça a fait beaucoup parler, les changements d'indicateurs. Il faut nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Nous, on avait un indicateur, en gros, qui est on va le faire très rapidement, qui est une quantité de pesticides interdites. On est en train de passer à une qualité de pesticides interdits, j'y mets beaucoup de guillemets, qui sont les normes européennes. Vous, depuis votre casquette de chercheuse, est-ce que ça vous paraît plus juste ? Est-ce que ça ressemble à du renoncement ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, c'est pas du tout de renoncement. On se met pas à réautoriser des choses interdites. On essaye simplement de mesurer mieux les progrès qui ont été faits. C'est-à-dire que quand vous diminuez l'utilisation des molécules les plus dangereuses pour les personnes, pour l'environnement, vous utilisez des molécules moins efficaces. Et si on fait un parallèle, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais j'ai vu ce parallèle qui a été fait avec des gens qui faisaient des traitements pour les poux sur les têtes de leurs enfants, et avant qui avaient besoin de traiter 1-2 fois par an, et qui maintenant, avec l'utilisation des produits moins invasifs, traitent 7 à 8 fois. Et ben pour les agriculteurs, c'est un peu pareil. Vous avez des produits qui sont un peu moins efficaces, qui sont moins nocifs pour l'environnement, et donc vous pouvez utiliser des quantités supplémentaires, même si on les réduit au global. Mais ce qui est important de montrer, c'est que l'utilisation des produits les plus dangereux, elle a vraiment énormément diminué. Et ça, l'indicateur qu'on utilisait en France ne permettait pas de le montrer, ne permettait pas non plus de montrer qu'on a mis en place des bandes tampons, qu'on a utilisé des buses anti-dérive, donc du matériel très très précis pour éviter que le produit parte dans l'air. On a fait des tas de choses. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait des avions pour répandre des pesticides et que c'est toujours fait dans d'autres pays. Ce sera probablement une des questions qui viendra dans la deuxième heure tout à l'heure avec vos questions au téléphone sonne, parce que c'est un sujet qui vous passionne tous. Je vous salue, Christiane Lambert. Bonjour. J'explique quand même à nos auditeurs, notre table est un peu en L comme ça, donc je suis en train de me faire un torticolis pour vous saluer, mais c'est évidemment avec plaisir. Vous êtes la présidente de COPA-COGECA, Comité des organisations professionnelles agricoles, première organisation syndicale en Europe. Vous êtes aussi éleveuse de porc. Avant qu'on échange ensemble, Christiane Lambert, je voudrais vous emmener en Pologne, où hier encore manifestaient des agriculteurs. Leur colère, elle résonne aux oreilles de nos agriculteurs français. Elle est aussi symptomatique des changements de bouleversements dus à la guerre en Ukraine. On a eu l'occasion d'en parler un peu un instant, sans pour autant jeter l'Europe aux orties. Le reportage est signé Martin Chabal.
Le sucre ukrainien arrive sans droit de douane sur le marché européen depuis la guerre et il se vend parfois dans des supermarchés polonais à des prix bien plus bas que le sucre local. Il y a même un marché du sucre qui s'est développé en parallèle sur des sites de petites annonces en ligne. Pour les producteurs polonais, c'en est trop et les promesses de restriction des importations ukrainiennes de volailles, œufs et donc de sucre n'y font rien. Iréneusz a 53 ans et cultive des betteraves sucrières. Qu'ils arrêtent d'importer du sucre ici. Avant la guerre, je vendais mon sucre pour 380 €. Maintenant, on a du mal à le vendre à plus de 160 €. Avec le prix des engrais qui monte, j'ai perdu près de 50 000 € ces derniers temps. Le contexte actuel fait craindre le pire aux agriculteurs qui ne s'en sortent plus. Iréneusz pense bien sûr à la suite. C'est mon fils de 16 ans qui m'a dit de manifester. Il m'a dit « Papa, va à la frontière pour que les choses changent, pour qu'on puisse garder la ferme, parce que si ça reste comme ça, on va devoir vendre et tu ne me laisseras rien. » Un symbole revient presque systématiquement dans les manifestations des agriculteurs, celui du cercueil. Il est souvent mis sur un tracteur avec écrit « CIJ, les agriculteurs polonais ». Parce que beaucoup d'entre eux se sentent pris au piège entre les importations ukrainiennes et les normes européennes du pacte vert. Marek a une plantation de colza. Quand je vois que moi je dois jeter mon colza parce que j'ai utilisé du chlorpyrifos, un pesticide interdit depuis 2020, alors que j'ai payé pour le cultiver, ça fait mal. Et le colza ukrainien entre alors qu'ils n'ont même pas les mêmes normes que nous et peuvent sûrement utiliser plus d'insecticides. Pourtant, l'Union européenne fait aussi beaucoup pour les agriculteurs polonais. Ils sont les 5e plus gros bénéficiaires des aides de la politique agricole commune, juste derrière l'Allemagne et l'Italie, près de 5 milliards d'euros. Bogdan et Margojata cultivent du maïs et produisent du lait avec leurs vaches. Ils nous font faire le tour de leur ferme. Ils ont fait installer des panneaux solaires grâce au fonds de l'UE. Mais pour eux, ce n'est pas suffisant pour aider les agriculteurs polonais. Jean-Paul II a dit que l'Union européenne allait nous poser des problèmes, mais que la Pologne ne pourrait pas s'en sortir sans elle. Ce sont des paroles saintes. On sait que ça serait pire sans elle. On n'aurait pas pu rénover notre toit, par exemple. Les subventions nous aident, mais elles sont inutiles si on ne peut pas vendre au bon prix. Un paradoxe compliqué pour les agriculteurs polonais dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils se sentent entre le marteau et l'enclume depuis 2 ans maintenant et ne voient aucun espoir dans leur situation. Et merci à Martin Chabal pour ce reportage en Pologne. Christiane Lambert, il nous dit beaucoup de choses, ce reportage. En fait, ils nous disent des choses. Ces Polonais, ils disent à la fois, bien sûr qu'on ne peut pas dire non à l'Europe, et ils le disent très franchement. Regardez les panneaux solaires, par exemple, sur l'Europe, on n'aurait pas pu le faire. Ils disent aussi, mais on se sent pris au piège. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre là une forme de dénominateur commun dans les colères agricoles avec cette phrase-là? On n'est pas contre, mais on est pris au piège. Le dénominateur commun, c'est que tous les pays sont aujourd'hui touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quand il y a eu l'invasion, le 24 février 2022, des décisions ont été prises en solidarité pour permettre d'importer sans droit de douane des produits ukrainiens. Poutine avait dit en 3 mois l'affaire est réglée, 6 mois, ça fait 2 ans que ça dure. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, vous avez raison, et ça nous inquiète beaucoup. Et donc, au bout de 2 ans, et d'afflux de produits ukrainiens, d'abord sur ces pays mitoyens, voisins, puis aujourd'hui, même chez nous, ça finit par impacter énormément l'agriculture. Donc, moi, je crois que sur l'Ukraine, il y a 3 niveaux d'analyse. 1, humainement, c'est impossible de dire aux Ukrainiens, débrouillez-vous tout seuls. Donc, la solidarité s'impose au regard des valeurs humaines et de l'Union. 2, il y a un problème géopolitique. Il est évident qu'il ne faut pas que Poutine gagne, parce que s'il gagne l'Ukraine, il a dit qu'il irait plus loin et il se rapproche dangereusement de l'Union européenne. Et 3, il y a un problème économique, et là, c'est l'agriculture, les agriculteurs qui supportent trop seuls les impacts de ces perturbations de flux commerciaux. Donc nous voyons qu'il y a de l'aide militaire, et c'est normal, mais il faut de l'aide économique pour soutenir les agriculteurs victimes. Sinon, c'est un sentiment anti-ukrainien qui s'amplifie et ça ne sera pas bon pour la suite. On en parlait tout à l'heure avec Valérie Drezé-Humez. Il y a effectivement des compensations qui ont été actées par l'Europe. Est-ce que vous dites, vous, que ces compensations ne sont pas suffisantes, qu'il faut les augmenter, qu'il faut le faire maintenant, surtout parce que, comme vous le dites, de toute façon, cette guerre n'est pas finie. Donc on n'a pas fini de voir débouler à la fois les céréales, et puis les poulets, et puis le sucre. Alors, on les augmente, ces aides, ou pas? Il y a eu des compensations pour certains pays à l'Est. Il n'y a pas eu de compensation pour nous. Pas pour les céréales, en tout cas. À l'Ouest, il y a eu une décision de contingenter davantage en disant on va accorder à l'export les volumes antérieurs à telle année, mais
il n'y a pas ce qu'avait demandé le COPA-COGECA, c'est-à-dire la possibilité que tous les flux supérieurs partent vers leur destination finale, parce qu'ils sont attendus. L'Afrique aujourd'hui, la Turquie, le Liban, le Moyen-Orient attend, s'il y a autant de migration en ce moment et de déstabilisation démographique et politique, et c'est là où Poutine se frotte les mains, parce qu'il fout le bazar en Europe et les pays se disputent, attaque l'Union, conteste le fait communautaire, et l'immigration augmente parce que certains pays sont plus que d'habitude victimes de faim. Et en plus, les livraisons que l'Ukraine n'arrive pas à honorer, la Russie est en train de les prendre et risque de les prendre durablement. Donc je pense que quand on fait l'analyse globale, la Commission européenne, et nous le souhaitons, doit agir plus vite pour éviter que des agriculteurs disent, y compris ce qu'il dit, bon, Dieu merci, ils font référence à Jean-Paul II, j'avais encore jamais entendu ça. Moi non plus. Voilà, mais si Jean-Paul II l'a dit, c'est certainement vrai. Absolument. Je voudrais qu'on revienne à nos sujets, j'allais dire purement agricoles. Non pas qu'on n'était pas dans un sujet purement agricole avec cette crise-là, Christiane Lambert, mais il y a beaucoup de concessions qui ont été faites ces derniers temps, chez nous, en France, mais pas seulement, parce que la Commission aussi, en Europe, et dans ce qui vous préoccupe, vous, a j'allais dire, mis pas mal d'eau dans son vin. Est-ce qu'on en profite pour remettre absolument tout à plat? Est-ce qu'on profite de cette période? Est-ce qu'on redéfinit une forme de contrat social entre l'agriculture et nous? Qu'est-ce qu'on en profite de faire, puisque nous sommes dans cette période où les agriculteurs sont, j'allais dire tous dehors, sont beaucoup dehors? En quoi on en profite là maintenant? Écoutez, ce qui est enfin écouté, c'est qu'on a complètement changé de paradigme. Je crois que 2020, le Covid, 2021, la flambée, encore le Covid et puis la flambée de l'énergie, 2022 la guerre, et puis l'accélération des événements climatiques font que chacun mesure que l'alimentation est essentielle pendant le Covid, stratégique parce que Poutine en a fait une arme, il nourrit qui il veut aujourd'hui en n'envoyant pas les céréales, et qu'elle est fragile et vulnérable à cause du climat. Et donc le Green Deal qui avait été pensé avant la guerre, avant le Covid, avant la guerre, avant le climat, n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. C'est triste qu'il ait fallu sortir des tracteurs dans 20 pays européens pour qu'il y ait ce réveil aussi au niveau de l'Union européenne. Et lundi, j'étais hier au Conseil des ministres européens de l'agriculture, ils ont sorti 10 propositions de simplification. Ça peut aider à alléger la contrainte sur les agriculteurs, mais c'est plus fondamentalement, est-ce que l'Europe veut garantir sa capacité à produire et ne pas dépendre des autres, ou est-ce que l'Europe, comme elle l'avait prévu avec le Green Deal, dit « moi je fais les transitions, peu importe si je produis moins, j'importerai des produits venant d'ailleurs, mais qui ne respectent pas les mêmes règles ». Ça, pour nous agriculteurs, on ne peut pas l'accepter. Est-ce que ça veut dire que c'est l'occasion pour... est-ce qu'on tire un trait sur ce Green Deal? On se remet tous autour de la table et on recommence? Parce que en termes d'environnement, que les choses soient bien claires pour les gens qui nous écoutent, la question c'est pas les agriculteurs sont contre et les autres sont pour, c'est chacun qui est censé pouvoir travailler ensemble et main dans la main. Est-ce qu'on se dit qu'on remet tout ça sur le tapis? Est-ce que c'est une possibilité ça ou pas? Non, et quand je dis le Green Deal et pourquoi pas la nouvelle PAC aussi, enfin est-ce que c'est aussi une période propice pour se dire chiche qu'on remet tout ça en question? Alors c'est une période propice pour tout remettre en question, mais il ne faut pas non plus espérer n'importe quoi. C'est-à-dire que le Green Deal, il a été voté, moi j'entends aujourd'hui les débats politiques et la campagne, il a été voté tant par le PPE, les LR, que par Renaissance. J'ai vu les votes à l'époque. Par contre, ce qui est certain, c'est que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré le 13 septembre il faut engager un dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture en Europe et sortir des polarisations agriculture-environnement, c'est-à-dire des oppositions. Ça, c'est la méthode du commissaire précédent, Timmermans, très descendant, qui a dit « vous, les agriculteurs, voilà ce que vous devez faire ». Et si on produit 15% de moins, c'est pas un problème. Oui, il faut le dialogue, mais il faut un dialogue respectueux. Et je participe au dialogue stratégique. Nous sommes 4 agriculteurs sur 27 membres. Je trouve qu'il y a une sous-représentation des acteurs concernés, mais on va participer à ce dialogue. Et nous disons souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et transition. Il faut les 3 en même temps et c'est possible. Alexandra Kirch, puisque vous êtes restée avec nous, ingénieure agronome et directrice d'études à agriculture stratégie, sur cette idée de remettre à plat. Et alors, on parlait du Green Deal à l'instant avec Christiane Lambert, on parlait de PAC ensemble tout à l'heure. Est-ce que ça a du sens de se dire que c'est le moment que cette crise-là favorise une vraie remise à plat? On repense à nouveau ou est-ce que ça n'a aucun sens? Alors moi, je pense que ça a totalement du sens. Comme l'a dit Christiane, c'est des politiques qui ont été réfléchies avant crise. Il faut des politiques adaptées à la crise. Il faut des politiques qui permettent
aux agriculteurs d'avancer dans cette transition, mais sans que le risque ne porte que sur les agriculteurs. Aujourd'hui, quand vous passez d'une molécule, que vous faites appel à une régulation biologique, vous amplifiez le risque subi par l'agriculteur. Et si ça marche pas et que ça se passe pas bien, c'est lui qui ramasse parce que c'est lui qui a une perte de revenus directement. Si on veut que les agriculteurs puissent aller là-dedans, il faut que le risque ne porte pas que sur l'agriculteur. Il faut que le risque lié à la volatilité des marchés soit supprimé ou franchement atténué. Et il faut aussi remettre de l'ordre intra-UE, c'est-à-dire que tous ces règlements liés au Green Deal, ils auraient dû être l'occasion pour remettre les réglementations nationales à plat et avoir des réglementations plus uniformisées à l'intérieur de l'Union européenne. Christiane Lambert, pardon de vous laisser si peu de temps pour en parler, mais il y a une chose qu'on n'a pas évoquée ensemble au cours de cette heure-là, ce sont les traités internationaux, ce sont notamment le Mercosur, dont la France dit pour l'instant, pour nous, c'est non. Et là encore, avec une casquette européenne, est-ce que ça a du sens quand la France, toute seule, pas tout à fait toute seule, mais pas complètement non plus accompagnée, dit non au Mercosur ? La France dit non et a des raisons de dire non. Alors d'autres pays, mais plus nombreux quand même, rejoignent quand même la pensée de la France en disant... Cet accord, il est daté, il est vieux, il date de 1999. À l'époque, il n'y avait pas eu l'accord de Paris, 2015. Personne ne parlait de carbone, d'empreinte carbone, d'écologie autant. On le négocie. Il est très daté. Et donc, est-ce qu'on peut raisonner encore aujourd'hui avec un accord qui ne tiendrait pas compte des éléments climatiques? Alors pourquoi la France? Parce qu'on a 40% du cheptel allaitant en France, et qui est la production la plus concernée, mais aussi le sucre et les volailles. Et on a réussi à tordre le cou à l'accord avec l'Australie, parce qu'on a mis des clauses environnementales élevées que l'Australie a refusées. Il faut absolument qu'on ait la réciprocité des normes dans les accords commerciaux, et à ce moment-là, les produits ne pourront pas rentrer parce qu'ils ne sont pas au même niveau standard que nous. Alessandra Kirch, là-dessus, et pardon de vous laisser très peu de minutes pour y répondre, mais moi, mon interrogation est de savoir si réellement on peut, avec nos petits bras musclés, mais décider qu'on ne négocie plus ce Mercosur, qu'il n'est pas pour nous et qu'il ne sera pas signé. Alors, si l'accord reste en l'état, un accord qui doit être validé par chaque État membre, oui, on peut continuer à poser notre veto. Si l'accord devient un accord tel que sont négociés les accords aujourd'hui, c'est-à-dire où toute la partie commerciale, où tout ce qui relève des quotas, des tarifs et de la réciprocité des normes est négocié par l'Union européenne à majorité qualifiée, ça veut dire que s'il y en a plus que nous dans l'Europe qui sont pour, eh ben, c'est eux qui vont gagner et que la France n'aura rien à dire dans ce cadre-là. Et ce sera peut-être une occasion de poser des questions en deuxième heure, tout à l'heure, pour le téléphone sonne. C'est là-dessus qu'on reste sur cette première heure. Merci à tous, vraiment merci de votre présence. Vous restez avec nous, bien sûr, le téléphone sonne, c'est dans un tout petit moment.